Si vous laissez votre enfant tirer lui-même la leçon des conséquences naturelles de ses actes, vous l'aiderez à forger un concept de soi solide. Chapitre 9. C'est un des outils les plus précieux que nous ayons à notre disposition. Malheureusement, peu de parents en usent. Examinons le processus des conséquences naturelles. Un enfant ne mange pas ce qui est dans son assiette au petit déjeuner. Il lambine, s'amuse et fait tout sauf manger. La maman ne se met pas en colère et ne menace pas de punir l'enfant. Elle enlève simplement la nourriture de la table à la fin du repas et laisse les conséquences naturelles agir. Peu de temps après, l'enfant voudra probablement un encas. La mère peut lui rétorquer : « Je suis navrée que tu aies faim. Nous déjeunerons à midi. C'est bien ennuyeux que tu doives attendre si longtemps. » La faim qui tenaille l'enfant est la conséquence naturelle de son refus du petit déjeuner. Elle amènera un changement beaucoup plus rapide dans sa façon d'agir que n'importe quelle gronderie ou punition. Un des problèmes que beaucoup de parents m'ont signalé depuis des années est celui des enfants qui traînent pour se préparer et partir à l'école. Des mamans m'ont dit souvent quelle épreuve c'est pour elles tous les matins. Elles se trouvent chaque jour épuisées nerveusement quand enfin l'enfant part pour l'école. C'est une longue épreuve, marquée à chaque instant par la résistance de l'enfant et les récriminations de la mère. Je fais remarquer à ces mamans qu'il leur suffit de faire 3 choses. Décider la veille au soir avec l'enfant des vêtements qu'il portera et préparer ses affaires à l'avance. Le réveiller bien à l'heure, enfin, lui préparer son petit déjeuner suffisamment à temps. Pour le reste, c'est à l'enfant de faire comme il veut. Il peut faire sa toilette et s'habiller, il peut prendre son petit déjeuner, il peut rassembler ses affaires d'écolier et partir pour l'école. Invariablement, quand j'expose ce plan à une maman, elle dit d'une voix découragée : « Je sais ce qui va se passer si j'essaye de faire comme cela. » Soit, et que va-t-il se passer ? Il va traîner tant qu'il pourra et manquer le quart de ramassage scolaire. Et alors ? Eh bien, s'il le manque, il faudra que je l'emmène en voiture à l'école. Pourquoi donc ? Si je ne l'emmène pas, il sera en retard à l'école. Et alors ? S'il y allait à pied ? Cela fait très loin à pied. Et il sera fatigué. Et alors ? Cela serait ennuyeux pour lui d'arriver à l'école si tard. Et alors ? Je continue de lui demander « Et alors ?» Et qu'arriverait-il ? Je désire ainsi lui montrer que si elle s'abstenait de protéger son enfant des conséquences naturelles de ses actes, celles-ci seraient les maîtres les plus efficaces. Si les conséquences naturelles sont agréables, l'enfant persiste généralement dans sa façon d'agir. Si elles sont désagréables, l'enfant sentira la nécessité de changer de comportement, à moins que nous, les parents, ne nous interposions pour le protéger de ce qui doit logiquement advenir. Malheureusement, c'est ce qui se passe le plus souvent. Quand les parents interviennent pour épargner à l'enfant de supporter les conséquences déplaisantes de ses actes, il ne peut profiter de la valeur éducative de son expérience. Il compte sur ses parents pour intervenir au bon moment. C'est néfaste pour son concept de soi et l'empêche d'apprendre à compter sur lui-même. Bien entendu, il faut faire preuve de bon sens en utilisant cette notion de conséquences naturelles. Si vous laissez un enfant très jeune faire l'expérience des conséquences entraînées par le fait de traverser une rue où passent beaucoup de voitures, cela peut se terminer de façon tragique. Il faut donc intervenir et l'empêcher de courir dans la rue. Mais quand les conséquences naturelles ne sont qu'un désagrément ou une gêne pour l'enfant, tenez-vous à l'écart et laissez les choses suivre leur cours logique. Il serait magnifique de pouvoir nous appuyer entièrement sur les conséquences naturelles du comportement pour discipliner l'enfant. Malheureusement, elles ne suffisent pas toujours. Nous devons parfois en créer d'artificielles pour sanctionner sa conduite. Nous disposons de 3 méthodes principales. 1. On peut priver l'enfant d'une chose à laquelle il tient. Supposons que votre enfant de 5 ans crayonne sur les murs de votre chambre. C'est normal pour un enfant de 2 ans, mais c'est un acte hostile à 5 ans. Malheureusement, pour son apprentissage de la discipline, cet acte n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour lui. Il faut donc créer des conséquences artificielles et arbitraires qui imposeront à l'enfant des limites strictes et voudront vraiment dire pour lui « c'est fini, plus de ça ». Si en découvrant le méfait, vous êtes très en colère, vous pouvez lui donner une fessée aussitôt.
C'est un type de conséquence artificielle, mais déplaisante pour l'enfant. Ou bien, vous pouvez le priver de quelque chose d'agréable, en disant par exemple « Pierrot, tu es assez grand pour savoir qu'on n'écrit pas sur les murs. Alors tu seras privé de crayons de couleur pendant 3 jours. Comme cela, tu te rappelleras qu'on doit s'en servir sur du papier et pas sur les murs. » 2. On peut isoler l'enfant en l'écartant de son groupe social ou en l'envoyant dans sa chambre. Supposons que votre 4 ans empêche un groupe d'enfants de jouer dans votre jardin ou chez vous. Vous pouvez lui dire « Charles, je vois que tu n'es pas capable de jouer avec des camarades. Tu ne cesses pas de leur donner des coups et de faire du désordre. Va-t'en jouer tout seul dans ta chambre et tu viendras me dire quand tu pourras être plus gentil et te contrôler. » Chaque fois que vous employez l'isolement comme punition, il est essentiel de laisser, si l'on peut dire, la porte ouverte. N'envoyez pas l'enfant dans sa chambre comme s'il devait y rester pour toujours. Votre but n'est pas de l'incarcérer définitivement, mais de provoquer un changement dans son comportement, qu'il sache toujours que lorsque son attitude changera et qu'il se sentira capable de jouer gentiment avec ses camarades, il pourra revenir. J'interromps la lecture un instant pour faire une aparté. L'auteur présente dans le passage suivant la fessée comme 3e méthode parmi les conséquences artificielles qu'il propose pour guider l'enfant dans son apprentissage des limites. Bien que l'auteur l'aborde avec bienveillance et dans le contexte éducatif de son époque, il est important de rappeler qu'aujourd'hui, la fessée est interdite en France. En effet, l'article 371-1 du Code civil précise que l'autorité parentale doit s'exercer sans violence physique ou psychologique. L'auteur lui-même souligne dans le chapitre précédent que cette méthode ne devrait être utilisée qu'en dernier recours, dans des situations où l'enfant mettrait gravement sa sécurité en danger et uniquement sous forme mesurée, 1 ou 2 tapes légères. En aucun cas, il s'agit d'un acte violent ou punitif. Plutôt que de m'attarder sur ce point, dont les recommandations ne sont plus compatibles avec les lois et les valeurs éducatives actuelles, je préfère mettre en avant les enseignements universels du Dr Dodson. Il propose 7 principes de base à respecter lorsque nous mettons en place des conséquences artificielles pour éduquer un enfant de manière respectueuse et éducative. Ces principes offrent des outils précieux pour encadrer nos actions avec respect et fermeté, tout en garantissant le bien-être de l'enfant. Voyons ensemble les enseignements du Dr Dodson dans une prochaine vidéo. À suivre, à bientôt.